Bonjour, nous sommes le vendredi 9 juin 2017. Et oui, effectivement, une chambre d'hôtel à Paris, parce que je participais donc hier à la Sorbonne à un colloque sur la Constitution. Alors j'ai eu un petit soupçon, là, un petit soupçon qu'on m'ait fait venir pour que je puisse montrer que l'idée d'une constitution pour l'économie n'avait pas beaucoup de sens par rapport au mot constitution. Et là, j'ai été rassuré parce que dans mon exposé, où je faisais effectivement un plaidoyer pour une constitution à l'échelle de la planète pour l'économie, j'ai essayé de montrer que d'écrire les choses noir sur blanc, c'est un moyen de révéler, de faire apparaître en surface et en pleine lumière tous les présupposés de type constitutionnel qui sont écrits de nulle part, sauf peut-être dans les règlements de sociétés qui nous rédigent les règles comptables, dans les bouquins d'économie, etc., comme le sens commun sur la pensée économique, qu'on pourrait faire apparaître tout ça donc en surface et en pleine lumière en écrivant le contraire dans une constitution qui paraîtrait, voilà, comment dire, la chose à faire aux yeux du public. Et là j'ai entendu le murmure approbateur du président de séance à mes côtés et ce commentaire enthousiaste par la suite. Et si j'avais eu ce soupçon que peut-être j'étais attiré dans un piège, eh bien, il m'a rassuré, voilà. Donc, pas de temps perdu, confronter ces idées à des gens qui parlaient de sujets du même ordre. Et puis, ça paraîtra, bien entendu, ce que j'aurais mis noir sur blanc, apparaîtra dans un volume. Mais j'ai quand même été un peu frustré durant la journée d'hier parce qu'il y avait tellement de choses à raconter par ailleurs. Euh, que voilà, j'aurais voulu pouvoir le faire. Voilà, je le fais maintenant oralement dans cette petite vidéo du vendredi. Il y a eu des événements dans la soirée en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, et il y a eu des événements dans l'après-midi aux États-Unis. Je commence par la Grande-Bretagne. Tout ça est très jouissif. Euh, voilà, je reprends l'histoire un petit peu au début. Il y a Monsieur David Cameron qui est Premier ministre en Grande-Bretagne. Il appartient au Parti conservateur. Et il y a des gens autour de lui, à l'intérieur de son parti, qui sont des emmerdeurs. Et comme ça est très bien mis en évidence dans un article du Financial Times, tout ça c'est des querelles entre old boys, tout ça c'est des querelles entre étudiants à Eton, puis ensuite à Oxford. Euh, mais bon, ils discutent de ça voilà, devant tout le monde. Et Monsieur Cameron veut se débarrasser de certains de ses petits camarades. Alors il lance cette histoire cette histoire de Brexit, qu'il faut sortir de l'Union européenne. Mais en se disant, bon, mes petits camarades que j'aime pas, ils vont dire oui, oui, c'est une bonne idée, ils sont obligés, puisqu'ils ont déjà dit des choses comme ça. Ils vont se faire ridiculiser, et puis voilà, moi j'aurai les coups des franges. Écoutez bien, les coups des franges, voilà. Euh, Puis ça se passe pas comme ça. Il y a des une montée de l'opinion populiste. Genre, oui, oui, c'est sûrement l'Europe, voilà, parce que l'Europe c'est les migrants qui arrivent ici, et ainsi de suite. Alors là, il y a une majorité qui vote pour le Brexit. Alors là, merde, là, on ne sait pas trop quoi faire parce que on peut pas sortir du Brexit, de l'Union européenne. Ça coûte trop cher, c'est un truc, voilà. Si vous avez regardé ce que j'ai dit à l'époque, au moment où le vote a eu lieu, j'ai dit ça ne se fera pas. J'ai dit ça ne fera pas le Brexit. Vous savez, moi je suis connu du grand public, comme on dit sur Wikipédia, pour avoir dit qu'il y aurait une crise des subprimes. Et vous avez dû voir au cours des 10 années qui sont écoulées, je ne fais pas beaucoup de prédictions parce que j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui va se passer, que je suis comme tout le monde. Je fais les prédictions que quand je suis vraiment sûr de mon fait. Alors, je l'ai fait pour les subprimes et je l'ai fait pour le Brexit en disant le Brexit n'aura pas lieu. Et je l'ai dit le jour même, et puis je l'ai dit, ça a été un peu lu parce que ça a été une chronique dans Le Monde en France et dans l'Écho en Belgique. Le Brexit n'aura pas lieu. Et alors ce matin, bah, voilà, euh, j'ai le vent en poupe si vous voulez. C'est vrai.
On a l'impression que ça n'aura pas lieu. Ceux qui s'étaient lancés dans cette affaire sont obligés de faire machine arrière. Madame Theresa May, elle avait fait le même raisonnement que Monsieur Cameron. Je veux avoir les coudées franches. Voilà, elle avait la majorité au Parlement en Angleterre pour faire son Brexit, mais elle voulait encore plus, une plus grosse majorité. Et alors là, manque de peau hier soir, oh, elle a perdu sa majorité. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, tout le monde lui dit, il n'y a qu'une chose à faire, hein, c'est démissionner. Ça aurait été une belle carrière, ça, hein, c'est comme celle de Cameron, une belle carrière où on est très fier de soi, et puis on doit laisser la place sur une connerie monumentale. On ne voit pas trop comment elle pourrait faire un gouvernement voilà, de coalition avec d'autres. Elle a perdu sa belle majorité. Bon, les conservateurs sont toujours en tête, hein. Ils ont 47% des voix, 39, quelque chose pour les travaillistes. Les nationalistes écossais ont perdu beaucoup de plumes au bénéfice d'ailleurs des conservateurs, ça c'est paradoxal. Mais enfin bon, voilà, belle connerie. Elle voulait faire un truc, se montrer plus malin que tout le monde, plus maligne que tout le monde, et voilà, elle a montré qu'elle était plus bête que tout le monde, comme l'avait fait monsieur Cameron. Alors ça c'est pour la Grande-Bretagne. Alors dans la journée, là aussi, sur le mode du jour ici, on s'est régalé, il y a monsieur James Comey, ex-patron du FBI, dont on savait que ce n'était pas un imbécile, et là on en a eu les preuves supplémentaires, interrogé devant une commission, une audition, et voilà, c'était une partie publique, voilà, tout le monde pouvait voir ça sur sa télé, et puis il y aura après une partie privée, secrète, où il pouvait dire d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors, quand on lui a dit, est-ce que M. Trump est un menteur? Il a dit, un menteur? Ah oui, ça certainement, oui, non, là, il n'y a pas de doute, monsieur Trump est un menteur. Et quand on lui a dit, est-ce que M. Trump roule vraiment pour la Russie? Alors il a dit, là, non, là, c'est plus délicat, ça c'est une question à laquelle je répondrai plus volontiers devant la commission secrète que devant la commission voilà, public. Mais ceci dit, il ne faut absolument pas interpréter le fait que je dise ça dans un sens ou dans l'autre. Hein. Bon. Il a dit ça très courtoisement, il l'a dit à plusieurs fois. Chaque fois qu'on lui a posé une question qui peut faire plonger Trump une fois pour toutes, là il a joué ce rôle-là de dire oh ben, non, là quand même, hein, c'est une question, voilà, le bon fonctionnement démocratique, là je répondrais plutôt au secret, mais n'interprétez pas surtout ça d'une manière ou d'une autre, enfonçant évidemment l'autre, le clown, enfonçant le clown de manière définitive. Alors, c'est bien parti, c'est allé dans le bon sens, et si vous avez jamais travaillé, et je vais terminer par ça, par une petite réflexion voilà, sur la Boétie. Si vous n'avez jamais travaillé dans une entreprise où c'était un crétin caractériel qui dirigeait les choses et que vous avez dû voilà, faire avec pendant un certain temps, eh bien vous aurez eu un plaisir fou à voir ce qui peut se passer quand on vous pose des questions et que vous répondez innocemment à propos de votre patron. C'est le plaisir qu'a eu monsieur James Comey hier devant une commission du Sénat, si j'ai bon souvenir, sur le renseignement. Alors, quel rapport avec la Boétie? La Boétie nous a dit une chose sur la servitude volontaire, et il était très dur, ce jeune homme. Quel âge il avait? 23 ans, quelque chose comme ça. Il a été très dur envers nous en disant que, voilà, que nous sommes toujours prêts à nous compromettre, à accepter pour un avantage minable de nous mettre au service des puissants. Mais il a oublié une chose, ce sont les patrons caractériels, et s'ils devaient se faire, c'est pas le cas, hein. J'ai eu quelques patrons qui étaient des gens intelligents dans le domaine de ce prime ou dans les domaines apparentés aux États-Unis, assez paradoxalement. Si vous êtes trouvé devant un patron caractériel et qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il fallait bouffer, il fallait se faire bouffer soi-même, faire bouffer sa famille, et qu'on a dû voilà,
supporter ça pendant un certain temps. C'est pas une question de servitude volontaire quand même. C'est parce qu'il y a des gens avant vous qui ont permis à des gens comme ça qui ne devraient jamais arriver à la tête d'une entreprise ou de n'importe quoi, surtout pas d'un pays. Suivez mon regard, qui ont permis que des gens comme ça soient à la tête. Et ça, c'est par des petites compromissions qui ne sont pas nécessairement de la servitude volontaire. C'est pas à moi de m'occuper de ça, ou ça me regarde pas, ou c'est pas intéressant de toute manière, etc. Si lui veut, s'il veut, voilà, rouler des biscottos, c'est son truc à lui et pas à moi. Et nous tolérons comme ça que voilà que les entreprises, que la politique soit parfois réglée par des gens comme ça, parce que nous les avons laissés arriver au pouvoir, au sommet, mais sans que ça implique de la servitude volontaire de notre côté. C'est parfois simplement de la lassitude, parce que bon, on fait des choses qui fatiguent dans la journée, et puis le soir ou le week-end, on a envie de se reposer. Voilà, allez, sur cette bonne note, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.